Nous avons aussi sur ce plateau M. Nebié Arouf de l'association des jeunes. Il n'a pas précisé le nom exact de l'association. Alors, posez-vous votre question au chef de l'État. Merci. Donc, je suis Nebié Arouf. Je suis le coordinateur national du réseau Jeunesse et Politique en Afrique de l'Ouest. Et ma question est relative à la gouvernance, voilà, et précisément à l'implication des jeunes dans la gouvernance au niveau national. Il faut dire que la jeunesse burkinabé, qui est bien sûr la majorité de la population, a joué un rôle important depuis 2014. Et ils ont joué effectivement un rôle moteur, voilà, dans l'alternance Burkina Faso jusqu'aux élections qui vous ont conduit au pouvoir. Et moi, la question que je vais poser, c'est quelles sont les mesures qui sont prises pour que cette jeunesse-là, qui a beaucoup donné, puisse être impliquée effectivement et efficacement dans la gouvernance de la chose publique. Je voudrais dire que vous avez bien raison. Nous devons beaucoup à la jeunesse pour son engagement et qui a fait aboutir les 30 et 31 au départ du régime de Blaise Compaoré et à l'instauration donc de la transition dans notre pays. Au niveau de la gouvernance, les efforts doivent être faits pour que les jeunes également participent au niveau de la gestion du pouvoir. Nous avons tenté, comme nous le pouvons, de faire en sorte qu'au niveau du gouvernemental, nous puissions effectivement faire venir des jeunes. Également, je voudrais dire qu'au niveau également de l'ensemble du dispositif, que ce soit les jeunes, en jeunes, je parle jeunes aussi bien en termes d'hommes que de femmes, nous devons faire l'effort donc qu'ils puissent participer à tous les niveaux, à l'administration, à la participation aux élections, aussi bien municipales, législatives, etc. C'est vrai que pour le démarrage, je ne dirais pas qu'on a raté le coche, mais en tout état de cause, nous devons, je dirais, relire nos copies pour permettre effectivement aux différents partis politiques de travailler également dans le sens de rajeunir et les directions et les candidats pour permettre effectivement à cette jeunesse de participer. Le second aspect, c'est que notre engagement également, c'est de faire en sorte que la jeunesse ait du travail. Parce que le plus gros problème, qui n'est pas un problème typiquement burkinabé, c'est que cette grande masse qui a de l'énergie, qui a de l'intelligence, sont relégués à des positions de chômage. Donc le rôle de l'État, c'est de trouver des emplois. Dans ce sens-là, nous avons, de façon spontanée, fait un certain nombre de propositions. D'abord, nous avons proposé à ceux qui sont à l'université, le bac plus 2, qui ont un bac plus 2, de pouvoir recruter 4200 jeunes dans le cadre d'un projet et d'un programme de l'appui des jeunes à l'éducation. Deuxièmement, nous avons également, dans le cadre des actions communautaires, dit qu'également au niveau de chaque village, il y aura également 2 jeunes qui seront pris pour participer à la lutte préventive contre les maladies et également à la sensibilisation des populations sur tous les problèmes de société. Ils seront formés, ils auront des matériels didactiques et ils bénéficieront d'un soutien de l'État pour le faire. Monsieur le Président, est-ce que ce ne sont pas des mesurettes parce que c'est conjoncturel? Non, ce n'est pas des mesurettes parce que c'est structurel. Au-delà de 2-3 ans, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? C'est structurel. Parce que d'abord, pour les enseignants, au bout de leur période probatoire, parce qu'ils ont 6 mois de formation, ils seront intégrés à la fonction publique. Une fois qu'ils auront fini les tests sur le terrain, 1-2 ans, selon les textes, ils seront intégrés à la fonction publique. Pour les personnes que nous recrutons dans les villages à terme communautaire, pour le travail communautaire, je dois vous dire que ce n'est pas nouveau. Ils étaient payés comme contribution à 5 000 francs. Ça existait déjà. Nous avons décidé de les accompagner un peu plus, en fonction des moyens de l'État, puisque je dois vous dire également que le budget sur lequel nous sommes n'est pas un budget, je dirais, de notre régime à nous, de notre pouvoir à nous, puisque nous sommes venus trouver un budget qui avait déjà été adopté. Que vous avez dû Et enfin, apporter des réaménagements. La fonction publique,
Mais nous allons recruter 19 000 personnes. Donc, je veux dire, ça, c'est les actions. Mais de façon structurante, si nous n'impliquons pas l'action du secteur privé, les investissements de l'État pour créer des activités qui créent des emplois, il va être difficile de résorber le chômage. Si nous ne formons pas au plan professionnel, comme nous l'avons dit, nos enfants dans l'école, pour qu'ils apprennent des métiers, pour pouvoir s'auto-employer avec l'appui de l'État, on aura toujours des chômeurs. Ce qu'il faut enlever dans l'esprit, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. Nous devons développer l'initiative privée chez nos jeunes, le besoin de création. Mais cela nécessite l'appui de l'État pour leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir s'installer, soit après une formation, soit parce qu'ils ont des projets sur lesquels ils veulent effectivement contribuer. Alors, Monsieur le Président, on va revenir sur ces questions de mesures, mais nous allons voir sur le site de Présimètre, puisqu'il y a des internautes qui interviennent aussi. Okay. Et là, nous avons un internaute qui voudrait votre réaction sur la situation de Nagaré, où des élèves en manifestation ont dû déchirer le drapeau national. Je pense que le ministre a déjà dégagé notre position. Nous avons dit que les sanctions les plus énergiques doivent être prises contre les élèves qui non seulement ont manqué de correction vis-à-vis de leurs professeurs, mais également les ont pourchassés jusque dans leur maison pour les brûler vivants en écartant des persiennes pour mettre de la paille avec du feu. Je crois que c'est inacceptable. Mais c'est lorsqu'on parle de l'incivisme, je dis toujours, l'incivisme, ce n'est pas l'État seul qui doit résoudre les questions de l'incivisme au Burkina Faso. L'incivisme, d'abord, c'est les valeurs qu'on donne dans la famille. C'est ça qui est important. Si un enfant est dans une famille et il n'y a aucun guide, il n'y a pas de valeurs qui sont développées pour lui montrer le respect de la chose publique, le respect des instituteurs, etc., etc., je veux dire que nous-mêmes, nous créons le lit de l'incivisme. Parce qu'il n'est pas admissible qu'un enfant qui va à l'école ne sache pas qu'il doit respecter son professeur. Il n'est pas acceptable qu'un enfant qui va à l'école, en fait la levée du drapeau national, déchire le drapeau et le brûle. Ça veut dire que nous devons savoir que la question de l'éducation, lorsqu'on en parle, ce n'est pas simplement aller à l'école. C'est un travail collectif. C'est un travail de famille. Si la famille ne donne pas des valeurs aux enfants, eh bien, ils se retrouvent, comme je dirais, sans guide, et ils font de n'importe quoi. Et je crois que cela doit nous amener à nous remettre tous en cause et à interpeller les parents. Est-ce que vous avez les sanctions en tête, par exemple? Là, je pense qu'il y a une enquête qui est faite, je ne veux pas dévancer en vous disant quelles sanctions nous allons prendre. Mais c'est la même chose. Vous avez vu la dernière fois, des jeunes ont violé une fille à Fada. Ils ont été arrêtés, mais les gens sont allés saccager le poste de police. Oui. Vous voyez que ça ne s'en fait pas sérieux. Du tout. Alors, c'est pourquoi je vous dis, l'incivisme, travaillons, l'État prendra les mesures, les sanctions, mais je crois qu'autour de nous, chacun doit faire ce travail. Dans chaque famille, nous devons travailler à ce que nos enfants aient une bonne éducation. Nous avons aussi des réactions sur Twitter, des citoyens qui suivent cette émission et qui ont aussi des questions à poser. L'Aiguillerie pose la question comment va se faire l'encadrement des Congolais, puisque c'est l'option qui a été finalement retenue. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à la question? Puisque ce sont des citoyens qui ont des armes par derrière eux, comment est-ce que cette cohabitation avec les forces de l'ordre va se faire? Non, je dois dire que vous savez que dès le départ, quand les problèmes de Congolais se sont posés, nous avons été très clairs. Nous avons dit qu'il y ait des citoyens qui s'organisent pour aider les forces de l'ordre à lutter contre le banditisme est une chose, mais que ces citoyens-là outrepassent
ce Rubicon pour sanctionner, récupérer de l'argent vis-à-vis d'autres citoyens, nous avons dit que c'est inacceptable et que chacun qui dépassera le Rubicon répondra devant la justice. Monsieur le Président, je Maintenant, voulais juste rappeler un chiffre concernant le sondage. 59,10% des Burkinabés ne sont pas satisfaits, en tout cas de la façon dont cette question des Kolwego a été réglée. Il y a eu beaucoup estiment qu'il y a eu beaucoup d'hésitation au Je départ. voudrais dire simplement ceci, que de façon générale, tout le monde a demandé à ce qu'on crée une passerelle de dialogue avec les Kolwego. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des citadins, nous avons une vision de ce que c'est que ces Kolwego-là et nous avons notre appréciation. Mais je dis, quand vous allez dans les villages, vous allez dans les provinces, vous faites ce même sondage, 95% des populations soutiennent les Kolwego. C'est ça la réalité. Maintenant, c'est notre devoir en tant qu'État de ramener tout ce dispositif-là dans un ordre qui permet que s'ils attrapent des voleurs, ils les remettent aux forces de sécurité. Et c'est ce travail que le ministre d'État est en train de faire à travers ces différentes rencontres qui vont peut-être permettre, au terme de ces différentes rencontres, de pouvoir définir un cadre dans lequel ce travail va se faire. Il y a aussi la question de les armes, par rémunération. exemple, ou, parce que c'est des gens qui détiennent quand même des armes par devers eux. Vous savez, la question des armes de chasse, c'est pas nouveau. Les Dozo, tous les jours, ils tirent vers l'ouest là-bas avec leurs armes. C'est des chasseurs. Donc, on va pas aller, c'est pas des Kalachnikov, c'est pas des lance-roquettes qu'ils ont. Donc, je pense que beaucoup de Burkinabés même, en pleine ville de Ouaga, sont détenteurs d'armes dans l'illégalité. Alors, c'est pour dire, la question des armes est une chose, mais je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas dramatiser plus qu'il ne faut. Il y a eu une période où l'État et la justice ont monté sa fermeté. Malgré les barrages de route, malgré ce qui s'est passé, la justice est restée intransigeante. Et je crois que cela est à féliciter et à montrer que personne, comme j'ai dit, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'on soit Kolwego ou pas, c'est pareil. Monsieur le Président, on a vu que dans d'autres pays comme au Soudan, notamment dans la région du Darfour, ça n'a pas marché avec les Janjaouites. En République centrafricaine, avec les anti-Balaka, ça n'a pas donné. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous engager sur une voie un peu dangereuse qui peut avoir des conséquences négatives pour le Burkina? Chaque pays a son expérience. Et ce qui n'a pas réussi chez l'autre, ce n'est pas forcément évident que ça ne réussisse pas chez un autre. C'est pourquoi je voudrais dire que nous sommes dans notre propre expérience. Nous avons la chance qu'au Burkina, nous avons encore cette vertu du dialogue. Et je crois que dans d'autres pays, il n'y en a pas. Nous avons une vertu du dialogue. Et ce dialogue-là nous a permis, au moment les plus difficiles, de trouver les solutions appropriées. Et je crois que nous devons rester sur cet axe-là, que le Burkinabé et le Burkina a ceci de particulier, que quel que soit le mode de confrontation dans lequel nous sommes, nous cherchons toujours, par le dialogue, à sauver le pays. Et ça, c'est important pour moi, et je crois que c'est ce que je retiens, et c'est ce sur quoi je fonde l'espoir que ça marchera, et vous verrez avec nous que nous contribuerons tous, ensemble, à travailler contre justement le banditisme au niveau du Burkina Faso. Alors sur cette question de sécurité, Monsieur le Président, il y a Joseph Zoundi qui nous appelle de Loudalan, à Gorom Gorom. Nous allons écouter sa question. Moi, c'est Zoundi Joseph. Je vous appelle de la province de Loudalan. Ok, moi, ma question c'était toujours par rapport à la question de sécurité, qui est toujours, en tout cas de jour, dans notre contrée. Pour moi, je voulais poser la question à M. le Président pour voir les dispositifs réellement qu'ils ont pris pour pouvoir aller vraiment de dispositifs sécuritaires au niveau du Sahel. Parce qu'il faut reconnaître que réellement, présentement, la population souffre toujours. Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison. La région du Sahel, de l'Oudadan, sont des zones qui sont régulièrement infiltrées par des bandits
qui attaquent évidemment des boutiques, pillent l'argent et repartent sur les frontières du Mali. Nous avons un dispositif certainement militaire de sécurité dans la zone, mais vous savez, ces zones sont très complexes. Et c'est pourquoi nous, malgré les patrouilles mixtes que nous essayons de mettre en place entre les différents pays voisins, on est toujours en retard d'une longueur sur la poursuite de ces bandits-là. Je voudrais simplement rassurer que nous sommes dans une discussion sous-régionale pour voir comment améliorer la sécurité des frontières, puisque vous savez très bien que nous avons des frontières sur 1000 km avec des pays voisins comme le Mali. Et que pour assurer vraiment la sécurité de ces frontières-là, c'est vraiment des difficultés. Et je voudrais en tout cas dire à celui de Loudalan qui vient de poser sa question, Joseph Zoundi, que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit et que nous continuerons à prendre les dispositions nécessaires au plan militaire, au plan sécuritaire de façon générale pour renforcer, je dirais, la sécurité au niveau de la zone Sahel. Voilà, ce qui nous amène ce qui nous amène à parler de la menace terroriste, 55,40%. Bon, je suis sur le plateau, je vais vous rappeler les chiffres qui nous ont été fournis par les enquêteurs. 55,40% ne sont pas satisfaits de la façon dont les attentats terroristes du 15 janvier ont été gérés. Juste après les attentats, on a vu que le dispositif sécuritaire a été renforcé, mais au fur et à mesure, on constate que bon, les Burkinabés ont renoué avec leur train-train quotidien. C'est comme si bon, la menace ne pointait plus à l'horizon. Oui, mais attendez, il y a deux choses qu'il faut peut-être signaler. Le Burkina Faso a été toujours pendant longtemps un havre de paix, où nous vivions tranquillement sans souci d'attentat. Le 15 janvier était quand même une semence, qu'on le veuille ou non, qui a secoué le Burkinabé. Bon, nous avons pu sortir de cette situation, mais avec 30 personnes 32 personnes, plus ceux qui sont décédés dans d'autres attaques vers le nord, qui sont mortes dans cette situation. C'est quand même une situation qui est désolante. Mais comme on dit, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Si quelqu'un décide de rentrer et d'exploser ici, quel que soit le dispositif que vous avez mis, je ne vois pas comment vous pouvez l'empêcher. Il a décidé de mourir avec vous. Maintenant, l'attitude des Burkinabés après la crise, nous avons dit toutes les dispositions, que ce soit les dispositions sécuritaires, les dispositions de protection de nos sites les plus, je dirais, exposés, et on a dit il faut qu'on change nos habitudes. Il faut développer toujours de la vigilance, faire attention partout où nous sommes. Ne pas prendre les colis des gens parce que bon, c'est un ami qui a remis de les remettre, etc. C'est des mesures de base. Mais nous ne sommes pas les seuls. Abidjan était plus récent que nous. J'écoutais sur RFI une dame qui se plaignait en disant voilà, les gens ont recommencé à vivre comme avant, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'attentat. Ben non. Je pense que chaque Burkinabé doit également changer son comportement, développer plus de vigilance, être attentionné, ne plus négliger les choses qu'on négligeait hier. Parce que, vite fait, un attentat est arrivé. Comme vous avez vu, même dans les pays les plus développés, les moyens sont plus sophistiqués. Ils ne sont pas épargnés, a fortiori nous, qui avons des moyens plus limités et qui, évidemment, nous défendons avec, comme je dirais, dans toute notre sous-région, avec les moyens de bord. Mais je crois que la synergie que nous mettons en place entre l'ensemble des forces de sécurité, nous avons mis l'ANR en place, les forces de sécurité dans les différents pays permettent de pouvoir maintenant tracer concrètement la piste des terroristes. Et vous avez vu qu'à partir d'Abidjan, la réunion qui a eu lieu a permis déjà d'attraper 2 personnes au Mali, dont les téléphones ont été localisés sur ceux donc, des terroristes qui ont été tués. Donc c'est pour dire qu'il y a un progrès qui va se faire. Il faut que les Burkinabés changent d'attitude. Nous avons traité ce dossier et maintenant, un travail est fait pour non seulement renforcer les compétences de nos éléments antiterroristes, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit de la police,
que ce soit de l'armée, de manière à ce que nous puissions nous autonomiser et que nous puissions assumer, quand il y a un attentat, nos responsabilités en tant que force de défense et de sécurité burkinabé. Je crois que c'est ça l'objectif. Monsieur le Président, vous avez parlé de PIS. Ce qu'on reproche au Burkina, c'est que au niveau de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens ont réussi à remonter les PIS et à voir les personnes qui ont été impliquées à cet attentat de Grand Bassin. Mais au niveau du Burkina, jusque-là, on n'a pas d'informations claires sur les implications. Est-ce que vous pouvez dire ce soir qu'il y a des informations là-dessus? Est-ce que vous avez des informations précises sur des personnes qui ont été impliquées? Je voudrais dire que pour que les pistes soient remontées, c'est parce qu'il y a une action collective qui a été menée. Sinon, d'un pays, on ne peut pas remonter les pistes jusqu'à Bamako. Les pistes sont remontées parce qu'il y en a qui sont passés par Ouaga, qui ont téléphoné avec des portables du Burkina Faso, qui ont continué au Mali. On a tous reporté justement ces différents numéros qui ont permis à la sécurité malienne de mettre la main là-dessus. C'est pourquoi je vous dis, la synergie des efforts apporte toujours des bénéfices à l'action quand on travaille collectivement. Et je voudrais dire que, en tout cas, nous allons continuer avec l'ensemble des pays voisins de la sous-région à travailler à ce que, en tout cas, nous puissions anticiper. Parce que là, on a subi, on poursuit, il faut anticiper sur l'information pour permettre effectivement de mettre un frein à un certain nombre d'attentats qui seraient en train d'être préparés contre nous ou contre des pays voisins. Alors on va regarder ensemble le site du Présimet. Vous lisez avec nous, Monsieur le Président, il est vrai que l'emploi des jeunes reste une priorité pour le développement de notre pays. Qu'est-ce que vous et votre gouvernement comptez faire pour inciter les jeunes de la diaspora qui sont souvent très qualifiés et qui veulent revenir au Burkina, mais qui sont souvent handicapés du fait de la distance et des procédures de recrutement? Ben, je pense qu'il faut quand même que, comme j'ai dit déjà lors de mes passages dans différents pays, il faut que ceux qui ont étudié dans les autres pays, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils rentrent. Force est de constater aujourd'hui, si vous regardez l'administration burkinabé, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui sont de la diaspora qui travaillent dans l'administration aujourd'hui. Moi, parfois, je regarde des CV, je vois né en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités, puisque ces personnes-là ont étudié également en Côte d'Ivoire et travaillent aujourd'hui au Burkina. Et ça, je crois qu'il faut encourager ces jeunes à rentrer, parce qu'ils peuvent travailler à travers les concours, mais peut-être également l'expérience qu'ils ont dans d'autres pays peuvent permettre de servir à faire des projets également ici, qui soient des projets innovateurs et qui permettent également de recruter du monde. Et ça me semble quand même quelque chose d'important. Et en tant que président du FASO, je les encourage tous à rentrer. Et que, évidemment, comme j'ai demandé au ministère, il y a un site qui sera mis pour la diaspora, un site interactif, qui va permettre de voir également les qualifications, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Burkinas, on est là, mais il y a beaucoup de Burkinabés qui se trouvent dans des positions stratégiques importantes, de par leurs propres faits, leurs propres diplômes, sans que l'État ne les ait aidés. Et ces gens, ils ont besoin aussi de retourner à leur pays, leurs connaissances, les possibilités d'investissement. Et nous recevons chaque jour, dans ce sens en tout cas, des messages de Burkinabés qui sont soit en Côte d'Ivoire, qui ont des projets, et nous les encourageons à venir discuter et à implanter ces projets ici, qui pourront créer de l'emploi également pour les Burkinabés. Nous allons donc